Pourquoi, malgré l'urgence environnementale, n'agissons-nous pas davantage pour sauver la planète dans nos actes de consommation au quotidien ? Qu'est-ce qui préside à ces choix ? On en parle aujourd'hui avec Antoine Reverchon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueur au Monde et directeur des pages Idées économiques du Monde. Alors vous avez signé notamment une chronique sur ce que vous appelez la comptabilité morale de nos choix. Alors de quoi s'agit-il ? Oui, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, ce sont les chercheurs qui ont mené, surtout depuis qu'on fait beaucoup d'économie expérimentale, des expériences qui montrent que quand on fait des choix en fonction, on implique en principe des valeurs morales et des choix politiques ou des valeurs militantes dans ces choix, mais pas tout le temps, loin de là, et qu'il apparaît qu'on établit en fait un bilan des actions conformes à ses engagements moraux ou à ce qu'il faudrait faire ou à ses convictions, et des actions qui ne sont pas conformes du tout et qui sont même opposées ou contraires à ses convictions. Mais on fait les deux et on tient une balance de fait entre les bonnes, entre guillemets, et les mauvaises actions. Ce qui fait que quelqu'un, par exemple, ça a été étudié statistiquement, qui a une voiture hybride, va faire beaucoup plus de kilomètres que quelqu'un qui n'a pas de voiture hybride, et en justifiant le fait qu'il a une voiture hybride par son engagement en faveur de la planète, etc., etc., etc. Mais du coup, il va faire plus de kilomètres, ce qui fait que son bilan CO2, finalement, ne sera pas tellement meilleur que celui qui a une voiture normale. Donc effectivement, il y a cette comptabilité intérieure qui quelquefois montre que les individus sont plus laxistes qu'ils ne le prétendent ou qu'ils ne le croient eux-mêmes. Alors, il y a plusieurs expériences qui montrent comment ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples ? Oui, alors des expériences montrent en particulier que la chronologie des actions est extrêmement importante. C'est-à-dire que juste après une bonne action, on va avoir tendance à commettre une mauvaise action, justement pour respecter, entre guillemets, cet équilibre, et que l'enchaînement des continuités des bonnes actions et des mauvaises actions est assez rare, sauf pour des gens qui ont des convictions extrêmement ancrées, affichées par ailleurs dans le militantisme. On aura tendance à faire d'abord, quand on propose à des sujets une série de choix dans le temps, au début, ils vont choisir des actions plutôt morales, effectivement, et ensuite, au fil du temps, ça se dégrade. C'est-à-dire qu'ils vont faire de moins en moins d'actions bonnes parce qu'ils en auront fait d'autant plus avant. Donc on s'autorise finalement un petit peu de mauvaises actions, et en fait même beaucoup, et plus on réfléchit, moins on fait de bonnes actions. C'est ce que montrent les études aussi. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, au départ, on essaye de rationaliser ce qu'on fait et de le rendre compatible avec ses convictions, mais ensuite, ça se dégrade assez rapidement, justement parce on justifie les mauvaises actions par le fait qu'on en a fait avant une bonne. Ou inversement, d'ailleurs, on pourra faire une mauvaise action parce qu'on anticipe le fait qu'on va en faire une bonne plus tard. Donc finalement, comme dit le proverbe, si on autorisait aux autres tout ce qu'on s'autorise à soi-même, la vie serait insupportable, comme dit un peu de façon humoristique le proverbe. Donc on a tendance à être un peu laxiste avec soi-même. Oui, c'est-à-dire qu'auparavant, à l'époque où les religions dominaient plus la pratique sociale ou les convictions partisanes, effectivement, il y avait des comptables de cette comptabilité morale qui pesaient beaucoup plus sur la conscience individuelle. Mais dans tous les cas, il s'agissait de définir une norme sociale. Aujourd'hui, la psychologie montre, le travail des psychologues montre qu'on a aussi des normes sociales et qu'on essaye de se comporter de façon à respecter ces normes sociales, plutôt pour se valoriser soi-même, c'est-à-dire pour projeter de soi-même qu'on est quelqu'un de bien par rapport à cette norme sociale, et que c'est ça qui contribue à guider nos actes, mais pas tout le temps, puisque dans le temps, effectivement, ça peut se dégrader, et pas partout. Donc il y a des circonstances qui font qu'on aura tendance à avoir plus de continuité dans son action morale, ou au contraire plus de continuité dans son action immorale, parce qu'il y a des gens qui sont tout à fait qui refusent cette norme sociale de bonne et qui au contraire revendiquent le fait d'avoir un comportement cynique ou de dire de toute façon le réchauffement je m'en fiche de la planète, ça sera plus tard, moi je consomme. Mais ça montre que le militantisme en faveur par exemple des actions contre le réchauffement a un impact sur la consommation individuelle. Oui, c'est-à-dire qu'on sait que la norme sociale peut fonctionner plus efficacement, c'est-à-dire améliorer la continuité des actes positifs quand, par exemple, dans certains cas, quand il y a une contrainte réglementaire, une loi qui oblige, ou bien quand il y a une incitation, on parle beaucoup des nudges, les coups de pouce, les économistes ont bien montré comment ça fonctionne, par exemple du fait que
on va valoriser qu'une action positive est menée par des gens qui, par ailleurs, ont une image positive, des artistes, des scientifiques, les créateurs, les stars, quand elles montrent l'exemple, et que ça fonctionne, ça améliore la possibilité d'obtenir une action continuellement positive par rapport aux valeurs que les gens réclament pour eux-mêmes, d'ailleurs. C'est donc à la fois l'exemplarité et aussi parfois l'interdiction. Voilà. Antoine Reverchon, merci pour votre éclairage. Merci.